Donc, bon, ayant participé à l'organisation, je ne découvre pas totalement le sujet, notamment aussi les invités. Alors j'ai modifié légèrement à la réception des résumés mon intervention, parce que ça permettait aussi d'avoir une petite idée de ce que pouvaient présenter les collègues. Donc j'ai réduit la partie historique, contexte, et puis j'ai mis l'accent plus sur très peu de cas, en fait, un petit peu approfondis, pour voir concrètement ce qui peut se passer dans cette relation, ce que j'ai présenté comme coexistence avec nos artifices, c'est la façon dont on produit des choses qui existent, avec lesquelles on interagit, qui prennent de la place. Parfois, on a même peur qu'elles prennent la nôtre. Donc, on sera amené à discuter de ça. Donc, j'ai aussi créé une petite passerelle vers le travail, vers la problématique vers laquelle on va aller progressivement, vers la session suivante et celle de demain. J'ai utilisé cette image que j'avais utilisée dans un séminaire sur la délégation cognitive aux machines, qui m'intéressait dans ce questionnement antérieur qu'il y a eu avec la révolution industrielle sur la place des machines, et dans ce moment-là, sur des délégations plutôt mécaniques, où on a, par une évolution de la maîtrise de l'énergie, de la matière, on a réussi à démultiplier la puissance. Et je dirais qu'il y a un parallèle non anodin, parce que actuellement, on fait une analogie entre l'intelligence artificielle et notre propre intelligence, alors que pour la mécanique, l'analogie n'a pas duré très longtemps. C'est-à-dire que très rapidement, les machines mécaniques ont été bien plus puissantes en termes d'énergie, d'énergie mécanique, et la place a été discutée en d'autres termes. Et on s'est rendu compte que c'était plus spécialisé, mais plus puissant. Alors précisément, j'aime bien glisser sur un événement qui a un peu marqué dans le domaine récemment, particulièrement dans le milieu de l'informatique, où il s'agissait de relever un des plus grands défis du point de vue des tests qu'on peut opérer en termes stratégiques. Le Go était considéré comme ayant un niveau de complexité trop grand pour les machines, et typiquement les méthodes antérieures étaient tout à fait incapables à résoudre ce type de complexité. Et alors de complexité en termes de possibilités, la situation n'est pas en fait si complexe, mais les possibilités sont si nombreuses que l'idée de la stratégie, du coup, était le propre de l'humain, parce que les possibilités étant trop nombreuses, eh ben, c'est l'intuition qui prend le dessus, c'est une capacité à se projeter au-delà du calcul, et c'était la raison évoquée pour expliquer que les machines n'y parviennent pas. Je introduis aussi avec cette image que vous connaissez probablement, donc c'est un artiste qui a voulu nous laisser un petit moment de répit en soulignant avec cette image qu'un véhicule autonome, dans une telle situation, se trouve bloqué. Je dirais que j'aime bien m'en moquer un peu, mais pour plus se moquer de nous-mêmes, c'est-à-dire cette façon qu'on a de se dire qu'on peut encore faire quelque chose et que finalement ces artifices sont stupides. Alors sur la nouveauté, j'irai très vite, c'est précisément ce que j'ai réduit parce que ça a été tellement bien fait dans la première session que je n'apporterai pas grand-chose. Il y a un passage, disons, assez clair de l'expertise à l'expérience, c'est-à-dire en gros plutôt des systèmes experts, des a priori, de tout ce qu'on fait rentrer a priori dans un système informatique pour produire de l'intelligence, à des dispositifs, ça rejoint le connexionnisme, qui repose plus sur l'expérience. Donc ce glissement, il a été bien présenté, très clair, je n'en reviendrai pas dessus. La puissance de traitement sur laquelle il ne faut pas du tout aller trop vite, c'est-à-dire que on a tendance à dire que ce sont les données essentiellement qui ont changé. En fait, la puissance de traitement joue énormément, et il y a même certains domaines pour lesquels les données sont limitées, on y reviendra pour le Go, le moment ultime n'a plus de données. Donc c'est vraiment le calcul et les algorithmes qui jouent. Donc l'algorithme, évidemment, je mets en italique aussi parce que théoriquement, conceptuellement, ils étaient déjà relativement bien pensés. Il y a eu justement une résurgence. Par contre, il y a des raffinements. Alors ça, on aura le temps peut-être d'en discuter, mais les raffinements sont très nombreux. Une fois qu'on a pensé qu'on allait travailler sous la base d'un système de neurones, en fait, on n'a pas encore dit grand-chose. Il y a beaucoup de façons de le faire. Et puis des modèles économiques qui ont rendu possible aussi une prise de risque, des investissements, d'accepter de ne pas gagner pendant longtemps. Le web s'est constitué énormément comme ça, c'est l'idée d'accumuler beaucoup de données et puis d'en faire une économie a posteriori. Certaines très grandes entreprises ont mis parfois 10 ans avant de commencer à gagner de l'argent. Sous quelle forme, j'irai très vite aussi parce que c'est moins l'objet, mais dans la problématique de la coexistence et du travail, ça compte. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle d'IA, il y a aussi des formes extrêmement diverses et il y a des imaginaires. Donc Android humanoïde
bien entendu, le cyborg qui est dans une hybridité plus complexe, le bot qui est purement dans une perspective algorithmique, et puis hybride et distribué qui est la démarche actuelle quand même la plus répandue, en fait, qui est très loin de ça, hein, c'est-à-dire que finalement ça ne nous ressemble pas, c'est pas localisable de façon aisée, parce qu'on a affaire à des dispositifs interconnectés, on y reviendra. Ça a été le cas même pour le Go, et c'est le cas bien entendu pour les véhicules. Sur l'intelligence artificielle, on peut aussi se poser cette question donc, du coup, de ce qu'elle est. Il y a plein de définitions, je ne vais pas moi le redéfinir, mais j'aime bien me limiter à l'association des deux choses, l'artifice, hein, juste le fait que c'est une intelligence produite par l'homme, et donc de ne jamais l'oublier. Et quand on parle de désencastrer, je pense que c'est exactement l'enjeu, c'est-à-dire qu'en fait, a priori, il n'y a même pas de raison de ne pas le faire, puisque c'est notre œuvre. Et donc il y a trois approches, il y en aurait d'autres, mais j'aime bien les résumer comme ça, spécialisées, c'est-à-dire qui est associée à faible. L'intelligence est limitée, elle résout des petits problèmes très spécifiques, mais par contre, là aussi, en fait, l'analogie à l'humain est discutable, parce que dans la spécialisée, elle va parfois le faire beaucoup mieux, beaucoup plus vite, avec une intensité qui rend possible des activités qui ne seraient pas possibles autrement. Donc je pense qu'Anna en parlera, mais Internet repose essentiellement là-dessus. L'analogique, qui est dans une analogie à notre propre intelligence, qu'on associe souvent à l'intelligence artificielle forte. Alors donc, ça, je pense que c'est une fiction. C'est-à-dire qu'en gros, on peut tendre vers ça, mais c'est tellement déconnecté qu'il n'y a aucune raison, en fait, que ce soit quelque chose qui, tendanciellement, tende vers notre propre système cognitif. Tout simplement parce qu'on a des contraintes en tant qu'organisme. On n'est pas sur les mêmes supports. Et donc, le fait que ça convergerait, je pense que c'est purement hypothétique. Et puis indépendante, donc je pense qu'il y a plus un combat, disons, sur lequel on ne va pas rentrer entre spécialisés et indépendants. C'est des gens qui disent, en fait, ça n'a rien à voir. Puis nous-mêmes, on n'est que l'instrument de ça. Et puis c'est un rapport à l'entropie. Donc c'est Kevin Kelly, Kurzweil, toutes ces personnes-là. Et je dirais Ellul en partie, hein, on pourrait le lire un petit peu en ces termes, c'est-à-dire que la technique en tant que telle a une dynamique d'une telle puissance que même nous, on en est instrumentalisé. Et même le capitalisme lui-même, par l'efficience de la technique, la produit. Bon, voilà. Donc ça, c'est, je dirais, deux tensions. J'irai sur le spécialisé parce que la dernière ne relève pas de mes compétences. Je donne des petits exemples un peu de ces réalisations un peu non promises. C'est un peu un domaine aussi où il y a des choses qui étaient un peu inattendues, par exemple de reconstruire des images à partir d'un niveau de pixelisation extrêmement élevé. En fait, ça peut surprendre parce qu'on arrive à des performances qui sont assez élevées, tout simplement parce qu'en termes d'apprentissage, c'est extrêmement facile. On prend des photos, on les dégrade, et puis on a un apprentissage supervisé extrêmement facile. La machine, elle a toujours une idée de l'image dégradée, et on peut le faire en masse. Et puis on arrive du coup à reproduire des images. Vous voyez, elles ne sont pas tout à fait semblables, mais alors là, un humain est absolument incapable de passer de la première colonne à la deuxième, alors que maintenant, il y a des systèmes entraînés qui le font comme ça relativement bien. Donc là, dans la spécialisée, on voit bien en quoi ça n'a rien à voir avec nous, en fait. On n'est pas du tout capable de faire ça. Donc on appelle ça intelligence parce qu'il y a un processus cognitif de traitement, mais ça n'a pas beaucoup de rapport avec notre propre façon de raisonner. Après, des cas complètement différents comme l'énergie, Google a beaucoup utilisé de l'intelligence artificielle pour traiter son infrastructure et faire de l'économie en termes de refroidissement et autres. Donc eux, ils ont réussi à réduire de 15% leur consommation, donc 45% pour le refroidissement. Ils ont travaillé avec le Royaume-Uni et ils ont travaillé à réduire de 10% la consommation en termes de pertes, hein, parce qu'en fait, quand on produit de l'électricité, il y a des gros problèmes de redistribution en fonction de la demande. Et avec des systèmes d'IA qu'ils ont développés, ils ont réduit de 10% l'énergie. Or, c'était fait par des humains antérieurement et c'est un travail extrêmement difficile. Et là, on voit bien qu'on est sur un niveau de complexité où ce type d'approche fonctionne relativement bien. Il y a aussi eu une surprise sur la reconnaissance de lecture sur l'élève. Donc là aussi, on est sur du supervisé assez simple. On a des émissions, on a des textes correspondant à ce qui est dit. On entraîne la machine. Et puis, la machine, en fait, dans ce domaine-là, a dépassé pas le commun des mortels, mais des spécialistes, des personnes dont le travail consiste à lire sur les lèvres. Et les algorithmes qui reposent sur du deep learning sont plus efficaces dans ce genre de domaine. Je glisse sur un cas qui m'a un peu intrigué, mais pour des raisons étonnantes, le PFL le reprend récemment. Il faudra voir un peu ce que ça donne, dans l'idée que c'est intéressant, c'est-à-dire de suivre le public d'une salle et d'avoir une attention sur chaque visage, ce que
quelqu'un qui intervient, un enseignant en particulier, ne peut pas faire, et d'avoir après un historique de l'attention générale, des baisses d'attention, et puis de l'associer au moment du cours à ce qui est dit. Et pourquoi ça m'interpelle? C'est parce que là, on rentre dans des choses un peu différentes. Vous voyez, avant, on est sur des choses relativement objectives. Il y a une bouche qui a des mouvements, il y a un texte qui est dit. Bon, là, on est sur quelque chose de plus complexe. Ça supposerait, si on l'applique strictement, qu'il faudrait faire en sorte que les gens soient attentifs du matin au soir, toute la semaine à l'université, ce qui pourrait poser d'autres problèmes. Et donc on peut imaginer, comme dans un film, il y a des moments, des hauts, des bas, ça fait partie d'une narration. Alors je vais maintenant sur un peu le cas qui nous intéressait au début, qui est un peu un cas d'école, et notamment un cas d'école pour montrer cette séparation totale entre notre façon d'aborder les choses et la façon dont des machines peuvent le faire. La façon dont a été traité le problème du Go par Google, donc là on voit bien comment IBM se retrouve justement perturbé dans son fonctionnement parce que pour Jeopardy, c'est-à-dire l'érudition ou les échecs, IBM dominait, et puis Google arrive. Ils arrivent sur ce terrain. Alors Facebook ne l'a pas très bien pris non plus, parce qu'il avait certaines prétentions dans le domaine pour le Go. Et par étapes, eh bien, ils arrivent sur ce marché, et ils arrivent sur ce marché avec une approche classique qui est en gros un apprentissage sur la base des parties jouées par des humains. Donc c'est toute une phase, la première phase. Et puis lorsque Google affronte l'un des meilleurs joueurs, donc on est en mars 2016, eh bien on a un système qui a appris sur la base des meilleurs joueurs humains. Le logiciel gagne, et puis à un moment sur des réseaux, des grands joueurs qui jouent par Internet, arrive un personnage qui s'appelait Master, et puis qui gagnait systématiquement. Tous les meilleurs joueurs, ils se connectaient parce qu'ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Ils étaient confrontés à quelqu'un qui gagne tout le temps contre les plus grands joueurs du monde de Go. Et il s'est révélé que c'était en fait la version suivante d'AlphaGo, qui s'appelle AlphaGo Master. Et à la suite de ça, et c'est pour clore un peu ce débat et passer à autre chose, AlphaGo 0 a été en fait un peu une audace de l'équipe de Google. Ils se sont dit, on va enlever tout l'apprentissage humain, et on va faire en sorte que la machine n'apprenne que sur elle-même, sans la moindre expérience humaine. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'elle allait plus vite, elle a appris plus vite, et elle a atteint un niveau plus élevé. Et qu'en fait, ils en ont déduit que la façon dont les humains jouent avait aidé dans un premier temps, mais finalement avait freiné sa capacité à explorer d'autres pistes. Et donc finalement, vous voyez, vous avez une courbe où vous avez la première ligne correspond au niveau atteint par AlphaGo Oli, qui était la version avec apprentissage humain. Et puis le système dépasse ce système, dépasse un système qui est un mélange des deux, c'est-à-dire humain plus renforcement, c'est-à-dire la machine apprend après sur elle-même, mais sur la base d'un apprentissage humain, et ça a bloqué. Et c'est la version sans le mot d'apprentissage qui arrive vraiment beaucoup plus haut. Il faut savoir qu'à gauche, 200 points correspond à 75% de probabilité de gagner en plus. C'est une norme dans les jeux. Donc 200 points, c'est énorme, 75% de probabilité de gagner en plus. Ce système, en plus, est tellement en fait, plus simple que la version précédente qu'ils l'ont généralisé pour que ça fonctionne sur n'importe quel jeu. Donc les échecs, par exemple. Les échecs, en gros, ils ont atteint le plus haut niveau en 9 heures d'activité du dispositif. Donc ça pour dire que là, je pense que si on pense à quelque chose qui va vers l'analogique, on se trompe, parce qu'en fait, c'est extrêmement réduit. Et où je veux en venir, c'est que c'est aussi très pauvre. C'est que c'est un environnement purement logique, fermé, connu. Et donc on a une performance très élevée, mais dans quelque chose qui n'a rien à voir avec le monde social. Et donc là, ça pourrait aussi prêter à des malentendus si on imaginerait pouvoir transposer ce genre de dispositif à des questions, alors comme la santé qui est hybride, et puis alors après des métriques en ligne comme ce qu'évoquait Dominique Cardon dans un premier temps, je trouve que c'est encore plus compliqué. Mais néanmoins, comme c'est simple, eh bien, il y a même des data scientists qui aiment bien ces choses-là, qui font même des cheat sheets pour AlphaZero. Donc, je ne sais pas si vous imaginez où on en est. Enfin, c'est-à-dire, en gros, il y a un Git, vous allez sur Git, vous installez Keras, qui est une implémentation de TensorFlow de Google, et puis, voilà, vous testez ça, et puis il explique, il explique comment le faire pour puissance 4, par exemple, parce que ça peut tourner sur une machine normale, parce qu'après,
il y a tout un problème d'architecture que je ne vais pas évoquer, mais on a eu le passage des CPU, qui est des processeurs classiques, à GPU, les processeurs graphiques, qui permettaient de paralyser l'apprentissage. Et puis maintenant, on a les TPU, qui sont des processeurs qui sont encore plus optimisés pour TensorFlow, pour Google. Il y a des débats chez les spécialistes à savoir si c'est mieux ou pas, mais les dernières versions de AlphaZero fonctionnent sur des TPU, et la version qui a gagné, elle n'en avait que 4. C'est une machine avec juste 4 TPU. Les premières versions, on avait 196, je crois, en GPU. Et vous avez donc des explications de ce type. Et pourquoi je prends la peine de vous montrer ça? C'est aussi pour montrer qu'une fois qu'on a dit deep learning, on n'a pas dit grand-chose. Et d'autant qu'en plus, ce n'est pas que du deep learning, c'est articulé avec des systèmes d'arborescence de type Monte-Carlo. Et il y a tout un système de calibration. Et il y a même des débats actuels dans le milieu du deep learning sur le problème de reproduction des expériences, parce que apparemment la machine, le paramétrage de la machine, indépendamment du paramétrage de l'algorithme, joue aussi. Parce que comme il y a des perspectives d'exploration, en fait, si on reprend tout sur une autre machine, on peut ne pas obtenir la même chose. Alors tout ça nous amène à ce qu'on appelle AI effect. C'est ce qui m'intéresse avant de passer à la suite, c'est-à-dire le fait qu'on a observé dans le domaine que plus les performances touchent des choses qui ont trait à l'intelligence, plus on qualifie autrement l'intelligence. Et on repousse de plus en plus loin ce qu'on pense être intelligent. Donc la reconnaissance de caractère, on se fait en 89 par Lequin, donc ça a donné aussi quelque chose qui est c'est revenu justement maintenant. Il dit voilà, vous voyez, comme c'était présenté par Dominique Ernon tout à l'heure, finalement vous voyez que j'avais pas tout à fait tort. Les échecs, c'était du calcul brut en 97, l'érudition Géopardy en 2011, le Go en 2016 puis 2017. Et puis récemment, je n'ai pas eu le temps de creuser, donc je serai prudent, mais il y a Alibaba et Microsoft à quelques heures près qui ont réussi le plus haut niveau de Stanford en compréhension textuelle, donc meilleur que des humains. Donc là, on est aussi face à des choses, donc des questions sur un texte, et de répondre à des questions sur un texte. Et puis, traduction, conduire, on en a parlé, il y a des performances actuellement qui sont dans le domaine troublantes, avec des progrès qui vont au-delà de ce qui était aussi escompté. C'était un peu le début des discussions aussi de l'organisation de ce colloque, de se dire que parfois aussi on est un peu troublé, parce que le Go, c'est allé plus vite que prévu, la voiture autonome, c'est allé plus vite que prévu. Et donc, du coup, après ça, je prends ce cas pour la dernière partie de mon exposé, parce qu'il dit beaucoup de choses. On a un véhicule d'une entreprise qui a une pas très bonne réputation pour d'autres raisons et qui tue un piéton. Et là, même Wired dit know what. Et puis, j'ai fait un petit extrait, c'était rapide hier. J'ai pris juste Google Actualité, j'ai mis Uber, même rien d'autre. Et puis, j'ai fait un extrait de ce qui se raconte. Et manifestement, voilà, donc il y a du Far West, des obstacles, du suspense, dangereusement, coup d'arrêt, compromet, remet en cause, pointe les limites, tue humain, cauchemar, revers important. Et je vous passe là, parce que si on regarde dans les détails, il y a Toyota qui arrête aussi ses essais. Voilà. Par contre, BMW, alors on a aussi quelques points positifs. J'ai eu plus de mal à en trouver. J'ai dû descendre beaucoup plus loin dans la liste pour collecter celle-ci. Et là, on a des arguments. Alors, par exemple, de la police, par exemple, qu'on n'a pas avant. Donc, on a. Alors, et c'est pas synchrone. Hein, c'est-à-dire que ça, c'est pas seulement venu après. On aurait pu imaginer que ça venait après. Mais là, donc, la police dit que apparemment le piéton était responsable, mais ça va être, voilà, on va rentrer dans des débats délicats sur ces choses-là. Et puis BMW qui dit officiellement, nous on change, on continue. Donc Toyota se retire, BM dit non, pas du tout. Alors est-ce qu'on est dans un problème de réflexion hors sol et sans contexte, c'est-à-dire en gros, l'accident survient, et puis à la différence d'autres accidents, en fait, on ne commence pas par interroger les responsabilités, la situation. En fait, c'est tout de suite dramatique. Et puis, ce n'est pas dramatique pour Uber, c'est dramatique pour les véhicules autonomes. Donc, il y a une montée en généralité complète. Et du coup, ça me rappelle, j'irai très rapidement là-dessus parce que vous le connaissez, mais ça me rappelle ce genre d'expérience du MIT. Donc, c'est sur une machine morale. Ça a été mis en place par un informaticien et 2 psychologues. Et il pose des questions, il nous demande de choisir.
Et puis alors les questions, autant vous dire qu'il y a plein de problèmes. On ne va pas s'attarder là-dessus, mais en fait on présuppose qu'il y a des médecins, des cadres, des sans-abri. Donc comme si déjà les machines faisaient ça. Actuellement les véhicules roulent et se disent tiens attention, il y a un cadre, il y a un sans-abri. Et on se retrouve avec des situations, avec des dilemmes où est-ce qu'on tue les gens ou pas. Bon, alors, ils testent tout ça. Et puis, vous voyez, il y a du genre avec des fonctions. Et puis, on arrive avec vous voyez, deux sans-abri et 2 criminels, mais il y a une femme âgée. Alors, moi, face à ce genre de choses, déjà, j'aurais mal à la tête au bout de très peu de temps. Donc, c'est d'imaginer qu'un conducteur, déjà, éventuellement, serait dans ces perspectives-là, et puis que le véhicule est dans cette perspective-là. Et donc, il y a tout un raisonnement complètement déconnecté. C'est quand même publié dans Science. Et puis, ils arrivent à une conclusion très intéressante. C'est qu'on a un dilemme moral parce que les gens aimeraient que ça se fasse, mais pas pour eux. C'est-à-dire qu'ils ne voudraient pas prendre le véhicule. Donc, on ne peut pas réguler. On ne peut pas réguler parce que si on régule, eh bien, les gens ça va repousser l'adoption des véhicules automatiques. Les véhicules automatiques étant plus sûrs, eh bien, du coup, ça va être contre-productif. Mais en même temps, ils disent à la fin, remarque peut-être que le débat sur le sujet pourrait changer les opinions. Tiens donc. Et donc revenons à la situation qui nous intéresse. En fait, là, on commence à avoir une photo, c'était la nuit. Donc c'est plus le véhicule, le premier que je vous ai montré, qui était un véhicule générique. C'est le véhicule qui a eu l'accident. La scène, on sait que c'est en Arizona, c'est un des États les plus libres en termes de fonctionnement de ces véhicules. Et on sait quel véhicule c'est, la vitesse à laquelle il allait, que la personne traversait la route de nuit, c'était pas éclairé, c'était hors des clous, avec un vélo et beaucoup de sacs. Alors on commence à avoir des informations, on voit des scènes comme ça qui sont configurées, on voit effectivement que de traverser là, c'est un petit peu étrange, mais on a encore très peu d'informations. Et puis commence à avoir des débats sur les dispositifs. En fait, qu'est-ce que c'est que ce véhicule? Et puis des discussions sur le fait qu'il y a des capteurs, c'est certains capteurs. Et puis là, on voit un véhicule de Google. Alors en fait, il s'avère qu'Uber a récupéré la technologie de Google, il y a un procès. Mais il s'avère que l'implémentation n'est peut-être pas la même. En tout cas, on prend un exemple de Google pour présenter les choses, on explique un peu comment ça voit. Et puis, j'ai pris l'exemple de Tesla, parce que Tesla n'a pas de lidar, par exemple, et a une autre approche qui repose sur plus de caméras, sur pas exactement les mêmes capteurs. Et du coup, là, on a une généralisation qui font comme si tous les constructeurs avaient exactement la même chose, et le même logiciel, la même façon d'apprendre, le même nombre d'heures d'expérience sur la route, et donc débat complètement déconnecté. Alors, ce genre d'images, vous avez dû les voir. Donc ça, c'est Tesla qui faisait la promotion de son système en accéléré, mais pour voir le genre de problème traité. Et puis, à la fin, vous voyez ici, il va mettre beaucoup de temps à se garer parce qu'il y a des piétons. Et bien entendu, alors vous voyez à droite, il y a tout ce qui est perçu par la machine. Et là, les gens traversent un petit peu partout. Donc elle veut se garer un peu plus loin. Vous voyez, là, elle a identifié cette place. Elle y va, puis elle finit par se garer. Ça ne veut pas dire que ça marche à tous les coups, mais c'est quand même pris en compte. Enfin, ce ne sont pas des véhicules qui n'ont pas de considération pour les piétons. Après, vous avez ce genre de vidéos qu'on trouve sur Internet en abondance sur la façon dont des Tesla évitent les crashs, parce que comme ces véhicules filment tout, eh bien, on a des tas de... Si vous aviez le son, vous verrez le moment du bip où est identifié le problème. Là, il a bipé bien avant. C'est-à-dire, en fait, le système anticipe assez tôt. Là, il y a éblouissement, personne pile, véhicule qui sort derrière. Donc, des situations quand même pas évidentes. Et on en trouve beaucoup. Maintenant, là, c'est un peu plus délicat. C'est la vidéo qui a été diffusée par la police, maintenant, de la scène de l'accident mortel. Et là, on voit, vous allez voir la vitesse à laquelle ça va. Donc, pour un conducteur, ça n'aurait pas été facile. Et maintenant, on voit de l'intérieur, en fait, la personne qui est censée assister et qui, en fait, regarde probablement un smartphone parce que vous imaginez à quel point cette activité doit être terrible et l'effroi au moment de l'impact. Et donc là, c'est la police qui a diffusé cette vidéo hier à 13h, je crois, par Twitter. Donc là aussi, on voit Twitter utilisé pour véhiculer des vidéos de ce genre. Et vous voyez au niveau aussi du cadre légal, c'est-à-dire le niveau de trace pour recomposer l'accident. Enfin, normalement, un accident classique, on n'a pas autant d'informations. Or, autant vous dire qu'il y a en moyenne à peu près 16 morts de piétons par jour aux États-Unis.
Et la plupart du temps, on n'a pas la vue précise, la situation, bref. Et vous voyez, il y a eu un débat du coup sur le fait que c'était de nuit, éblouissement vu au dernier moment. Et puis Sony a annoncé pour s'adapter à la réglementation européenne qu'ils développaient des nouveaux capteurs. Et le coup du sort, ils le mettent en vente à partir de mars 2018. Et en expliquant qu'en fait, le problème, c'est que, et c'est là que je veux en venir, aussi pour désincarcérer, c'est-à-dire ces véhicules, ils apprennent, ils ont des capteurs, ils font en fonction de ce qu'ils perçoivent. Et puis, Sony a montré que ces véhicules ont des changements de luminosité soudaine, et que l'apprentissage, il se fait aussi sur ce qui est perçu. Et en situation, la détection, une fois l'apprentissage fait, dépend de ce qu'on perçoit. Et du coup, eh bien, on a aussi plus d'informations. Le fait de le nom de la personne, qu'elle regardait vers le bas, probablement un écran, pendant 5 secondes, elle ne regarde pas. Changement soudain de luminosité, questionne, parce qu'il y a du lidar normalement, donc le lidar ne devrait pas être sensible à ça, donc comment ça se fait que ça n'a pas marché, etc. Je continue sur ce glissement pour montrer aussi dans cette montée en généralité, elle n'est pas nécessairement celle qu'on imagine. Lorsque Google dit, voilà, nous, on a appris à conduire à nos voitures, mais en fait, maintenant, elle sait conduire, et conduire a beaucoup de points communs, quel que soit le véhicule qu'on conduit. Et donc, en fait, on est les leaders maintenant pour les camions, parce que tout ce qu'on a appris, en fait, on peut le transposer au camion, on a juste à transposer les contraintes physiques qui ne sont pas les mêmes en termes de masse, de freinage, d'inertie, etc. Et on voit qu'en fait, quand une voiture apprend, ce n'est pas comme un conducteur, elle apprend à un dispositif général qu'on peut transposer à d'autres choses. Et du coup, je glisse là-dessus parce que ils se vantent d'avoir 8 millions de kilomètres, dont 8 milliards simulés. Je suis désolé pour les parenthèses, c'est que j'avais mis la version anglaise. Aucun mort, ni de passager, ni de piéton, etc. Alors en simulation, on comprend bien. En 8 millions de kilomètres, par contre, c'est quand même beaucoup. Hein, il y a eu quelques petits accidents de matériel, mais pas humains. Et du coup, en fait, l'enjeu qu'on observe, c'est une montée en généralité, c'est-à-dire le fait que on a un apprentissage local qui crée des compétences globales et donc des risques globaux, d'où la peur éventuellement. C'est-à-dire que du coup, quand une voiture écrase quelqu'un, comme on l'imagine générique, eh ben on se dit tout le monde est potentiellement en danger. Parce que c'est quand une personne écrase quelqu'un, c'est cette personne, c'est ce chauffeur, on traite la personne, on lui retire son permis. Lorsqu'on a des dispositifs dont l'apprentissage local se traduit par un apprentissage général, on a une peur plus systémique. Alors du coup, on est obligé de se demander ce qu'est une voiture autonome, et puis on désincarcère, on se dit, bon, bah alors, on a donc une voiture pour la mécanique, des capteurs, des logiciels, des infrastructures, de l'apprentissage, des entreprises, des employés, des investissements, des testeurs et des utilisateurs, des représentations, des réglementations. Et cet accident, il a besoin de tout ça. Et quand on passe de ce véhicule-là à tous les systèmes autonomes, on a du mal à resituer où se jouent les problèmes, à quel niveau, et c'est ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Et donc ça renvoie au biais, parce qu'en fait là on se dit, bon, bah, y a un problème, on n'a pas su prendre cette situation spécifique, la voiture n'a pas... Et puis d'autres qui disent, mais non, personne n'aurait pu le faire, c'est trop soudain, ils auraient freiné de toute façon, le choc aurait été important. J'ai rien lu sur le type de véhicule, ce sont des SUV Volvo avec un capot très élevé, hein. Donc aussi, c'est pas n'importe quel véhicule. Quand on percute un piéton avec un véhicule comme ça, indépendamment de l'IA, ça fait mal. Et donc ça renvoie à d'autres débats sur les biais, sur ce qu'ont été révélés, discutés ces derniers temps, sur le fait que les algorithmes détectent très mal, par exemple, les femmes noires par rapport aux hommes blancs. Et en faisant des tests, alors ça dépend lesquels, alors là, pareil, il y a eu une montée en généralité, il y en a qui sont bien meilleurs que d'autres là-dessus. Ça dépend justement de l'apprentissage, du set, de qui l'a fait, de ceux qui l'ont fait, à quoi ils pensent. Et on se retrouve finalement sur des choses, c'est là que je veux en venir, sur des problèmes propres à l'apprentissage qui supposeraient que l'humain, par exemple raciste, n'existe pas et n'est pas raciste en fonction de l'apprentissage et de l'expérience qu'il a eue du monde. Alors ce n'est pas pour déresponsabiliser les machines, mais c'est de dire qu'il faut faire attention aux attentes qu'on a à leur égard, et de ne pas s'y maîtriser sur nos propres biais. C'est-à-dire que très souvent, justement, quand on fait ce procédé, on voit que ça traduit des biais qui sont précisément les nôtres, parce que ce sont nos artifices. Et donc, dans les peurs, on se dit, voilà, donc, que des personnes soient tuées, d'être tuées soi-même, d'être remplaçables, qu'il y ait des biais, que ce soit discriminant, de ne plus avoir de travail, de ne plus avoir de revenus, que ça profite qu'à certains, que les inégalités s'accroissent. Pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, après, quand on dit on a peur, on ne sait pas de quoi on parle. Or, chacun ici, on ne se situerait pas pareil sur chacune de ces lignes. Ce sont des débats qui n'ont rien à voir.
En fait, il y a plein de peurs de nature extrêmement diverses, et puis plus on circonscrit ça, c'est-à-dire qui conçoit, qui implémente, qui supervise l'apprentissage, qui vend, qui utilise, qui tire un profit, qui régule, qui travaille, qui a un emploi, qu'est-ce qu'un individu dans ce contexte, même d'un point de vue d'une théorie de l'individu, comment on le constitue, comment on le pense, comment on le singularise, et donc quelle société on produit. Et je terminerai donc sur cette problématique-là, c'est que la peur de nos artifices, c'est finalement la peur de nous-mêmes, et le problème c'est le nous. C'est-à-dire que dès lors que les artifices, on les produit, en fait, on a une peur qui est quelque chose qui nous dérange, qui nous remet en cause, en même temps on le produit, et ce qui nous dérange, c'est que je pense qu'on ne situe pas bien le nous, pour conclure. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit nos artifices, mais les artifices de qui ? Et on en a, et pour savoir qui a pris dessus, qui les développe, comment qui les comprend, en fait, tout ça est extrêmement séparé. Et donc, on se retrouve dans un environnement politique qui pose une question banale du nous. Enfin, c'est pour ça que je conclue sur cet enjeu éminemment politique, en fait, qui est que coexister avec nos artifices, c'est repenser justement ce nous avec ces machines, leur qualité propre, ceux qui les conçoivent, ceux qui les distribuent, qui en font la promotion, et aussi ceux qui en ont peur, et pourquoi ils en ont peur, et les différentes peurs. Voilà, donc je conclurai là-dessus. Et en faisant un mélange entre ce cas un peu particulier d'humain, mais qui tire beaucoup de ficelles, parce que je pense que quand on a un cas comme ça, et quand l'IA tue, on est sur un cas limite. C'est-à-dire qu'en fait, qui oblige, cette déconstruction dont on parlait ce matin, on est obligé à un moment de se dire, qu'est-ce qui s'est passé ? Et de faire ce travail, en fait, de déconstruire tous les éléments qui ont rendu possible cet acte. Et ce qui permet de comprendre que cet acte, qui est banal aux États-Unis, là, il ne l'est pas, parce que c'est un de nos artifices qui l'a créé, mais comme c'est nous, voilà, on se dit qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on en fait et comment on va faire plus tard. Je vous remercie.